Aujourd'hui, le réflexe de radiation du nombril, rayonnement du nombril, qu'on appelle aussi le réflexe de centrage. Alors je suis content de vous le présenter parce qu'en fait c'est le premier réflexe qu'on présente lors du premier stage d'IMP, d'intégration motrice primordiale, dans le premier stage qui s'appelle l'alphabet du mouvement. Donc bienvenue au podcast Connexion Primordiale. Dans la série On balade avec Paul, on passe en revue un certain nombre de réflexes archaïques, de schèmes. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'un schème de vie, d'un réflexe de vie, puisque la radiation du nombril, c'est un réflexe qu'on garde tout au long de notre vie. Traditionnellement, dans beaucoup d'approches autour des réflexes, on commence par présenter les réflexes archaïques, c'est-à-dire que dans les premiers séminaires, on enseigne les réflexes archaïques, comme le fameux réflexe de Moreau, le réflexe d'agrippement, le réflexe de Babinski, le réflexe tonique asymétrique du cou, symétrique du cou, RTL, réflexe tonique labyrinthique, etc. Et puis quand moi j'ai suivi les formations avec Svetlana Zgutova en 2001, 2002, 2003, etc., quand je la traduisais, que je la faisais venir en France et en Belgique, enfin c'est pas moi qui la faisais venir en Belgique, j'ai été son traducteur en Belgique, c'était un institut en Belgique qui la faisait venir, et moi je traduisais les manuels de cours et Svetlana. Quand elle venait, dans ses premiers séminaires, elle enseignait effectivement les réflexes archaïques, et puis ensuite elle nous a enseigné un séminaire spécifique de 3 jours sur les réflexes de vie. Elle a voulu aussi un stage sur les réflexes du visage, etc. Puis quand elle a fait son stage sur les réflexes de vie, il y avait différents réflexes, dont le réflexe de l'étoile à 6 branches, qu'on va aborder aujourd'hui. Et on a trouvé ça absolument génial, c'était une super idée, c'est un super réflexe avec des super remodelages. Et puis, elle nous a dit qu'elle, la plupart du temps, elle commençait avec les gens par ce réflexe. C'est-à-dire quand les gens venaient en séance individuelle, c'est le réflexe par lequel elle commençait son travail. Et du coup, moi, quand j'ai créé l'intégration motrice primordiale, je me suis dit, puisque c'est celui que... Et puis évidemment, j'ai observé ça dans mon cabinet, et puis les différentes personnes qui ont été formées à l'époque me faisaient le même retour sur l'importance de travailler en priorité, dans la plupart des cas, ce réflexe d'étoile à 6 branches. Et du coup, quand j'ai créé l'IMP, c'était pour moi une évidence de, si c'est quelque chose qui est le plus fréquemment utilisé, faut le mettre dans le premier séminaire, parce que je veux que les gens que je forme aient accès au meilleur dès le départ. Et du coup, c'est pourquoi on retrouve dans le premier séminaire d'intégration motrice primordiale ce réflexe de l'étoile à 6 branches. Voilà, je voulais vous faire un petit historique. Alors, ça peut sembler bizarre parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un réflexe de vie. Alors, les réflexes de vie, c'est ceux qui viennent après les réflexes archaïques, qui prennent le relais et qu'on doit garder tout au long de notre vie. À ceci près, c'est que ce réflexe de l'étoile à 6 branches, cette radiation du nombril, il commence à émerger dès le moment de la naissance. Dès le moment où le bébé est soumis à la gravité, il commence à se mettre en place. Donc effectivement, ce n'est pas un réflexe archaïque, puisqu'il ne doit pas disparaître, il doit rester tout au long de la vie, mais on peut dire en quelque sorte qu'il émerge au moment de la naissance. Donc ça va être un réflexe de vie particulièrement important, il est là dès le départ, dès que la gravité fait le travail. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe de l'étoile à 6 branches ? En fait, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'est pas soumis à la gravité, il est dans un premier temps, enfin il est pendant tout le temps, mais dans un premier temps, il est dans le fameux liquide amniotique, il grandit sous forme de... Nous grandissons sous forme d'embryon dans un liquide, et puis on va former le placenta, et puis il va y avoir le cordon ombilical qui nous accroche au placenta. Et donc les premières expériences de mouvement du bébé, ce sont des mouvements où il nage dans un univers tridimensionnel, océanique. On vient tous de l'océan, toute vie vient de l'océan. Alors,
On reproduit l'océan, nous les mammifères placentaires. Nous sommes des mammifères placentaires, nous reproduisons l'océan dans le ventre de nos mères. Et donc on grandit comme ça dans un petit océan portatif. Et donc on grandit, on n'est pas en apesanteur puisqu'on est dans un liquide, et puis on va expérimenter les 3 dimensions de l'espace, parce que cet embryon, il flotte, c'est un tout petit haricot qui va flotter, puis qui va progressivement grandir, mais dont le centre de référence au niveau moteur, c'est le nombril. C'est-à-dire que le bébé, il a un point d'ancrage dans cet océan. Il a une ancre, véritablement, comme un bateau. Il n'est pas perdu au sein de sa mère. Il est accroché par son cordon ombilical. Et donc, toutes les expériences de mouvement que nous avons effectuées, les premières expériences de mobilité, ont été faites autour d'un centre, c'est-à-dire autour de notre nombril. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que l'expérience tridimensionnelle que nous avons d'abord du monde qui nous entoure se fait autour de notre nombril, comme une sorte de roue dont le nombril est le moyeu, et on tourne autour de cette roue. Puis, on va se transformer en fœtus, ça va grandir, et puis évidemment vers la fin, on est de plus en plus serré de toutes parts. On est contenu. Et vous voyez, on va passer d'une phase où on a plus de mobilité à une phase où on va être bien contenu. Contenu de toutes parts, avec le diaphragme au-dessus de nous, la colonne vertébrale d'un côté, les côtes de l'autre, donc devant, derrière, et puis en bas, le fameux plancher pelvien, le périnée et le bassin de notre mère, osseux de notre mère. Et donc on a grandi, si on peut dire, dans ces 4 murs. Alors ce qui est bien, c'est que, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les côtes, j'ai dit n'importe quoi si j'ai dit les côtes, je voulais dire les côtes derrière avec la colonne vertébrale, et devant, évidemment, c'est l'abdomen, le ventre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule partie qui est extensible et par laquelle nos mères vont avoir des ventres gigantissimes dans lesquels nous allons pouvoir grandir. Mais néanmoins, on est contenu de toutes parts. Donc il y a moins de mobilité fétale, si je puis dire, et on va grandir en étant contenu de toutes parts, mais toujours ancré par ce centre qui est le nombril. Je prends le temps d'expliquer ça et de bien faire comprendre que ça va se passer comme ça pendant 9 mois. Voilà, pendant 9 mois, on va grandir de cette manière-là. Et pourquoi je prends le temps, c'est que tout d'un coup, en quelques secondes, en quelques minutes, tout va basculer. C'est l'énorme magie de la naissance, où la circulation sanguine se faisait via, et donc l'oxygénation, la nutrition se faisait avec une certaine circulation qui ne passait pas par les poumons, parce que nos poumons ne respiraient pas, il n'y avait pas d'échange gazeux dans le ventre de notre mère. Donc entre cette circulation sanguine-là, et puis au moment où le bébé sort, il y a un réflexe qui s'active au niveau du nez, réflexe respiratoire, et ça va faire que sa circulation sanguine change et que se met en route pour la première fois la circulation qui passe par les poumons. C'est quelque chose d'absolument magique. Il y a un changement de circulation. Nous n'utilisons plus notre placenta pour nous nourrir, cette interface qu'est le placenta, mais nous allons devoir nous nourrir en oxygène par nous-mêmes via la respiration et nous nourrir en nutriments via la tétée, via le sein de notre mère. Et c'est nous qui allons devoir chercher cette nourriture. Elle ne viendra plus toute seule, tout comme on va aller chercher les échanges gazeux, la respiration, ça se fera plus passivement. Et troisième chose qu'on ne voit pas et qui est là et qui est tout aussi importante pour la constitution de notre être, la gravité apparaît. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus en apesanteur comme c'était le cas au début, on n'est plus contenu de toutes parts quand c'était le cas vers la fin. Tout d'un coup, on est face à l'infinité du vide intersidéral, à l'infinité de l'univers en expansion. C'est-à-dire que la seule limite que nous avons maintenant, c'est notre peau, et après notre peau, c'est l'infini.
et on peut se déplacer littéralement dans toutes les dimensions. Comme en plus on est sur une sphère, sur une planète sphérique, on peut faire le tour à l'infini. On reviendra à notre point de départ, mais c'est ça l'idée. Donc c'est extraordinaire. Mais tout d'un coup, le bébé doit changer son organisation corporelle en quelques minutes. Tout d'un coup, il va devoir bouger à l'extérieur avec la contrainte gravitationnelle qui est énorme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on va placer le bébé qui vient de sortir, encore accroché avec son cordon ombilical, avec le placenta qui est dans le ventre de sa mère. On va le mettre sur le bas-ventre de sa mère, sur la partie basse de l'abdomen. Et puis progressivement, le bébé va faire des petits mouvements et sa mère va l'aider. La mère est évidemment assez fatiguée. Et le bébé aussi. Et donc là, ils vont se retrouver. Avant, ils s'étaient connus bébé à l'intérieur. Maintenant, il faut qu'ils se reconnaissent bébé à l'extérieur. Et donc, on va remettre le bébé à l'extérieur sur le ventre de la mère, au même endroit où il était à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et à partir de là, il va réorganiser ses mouvements. Il va utiliser son réflexe de Babinski au niveau des pieds pour se stabiliser sur le corps de sa mère. Il va utiliser des mouvements de simili-reptation. Il va utiliser des mouvements de redressement de la tête et du dos, que sont les réflexes spinal de Galan, spinal de Pérez. Donc le bébé doit s'organiser face à la gravité sur le corps de sa mère. Et il va créer, et puis évidemment, la mère va avoir des contractions qui vont éjecter le placenta, on va couper le cordon, et donc le bébé sera plus libre de ses mouvements, mais toujours avec cette gravité. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des experts en bébé qui ont dit, j'ai lu ça dans le grand livre des réflexes de Sally Godard, des experts en bébé qui ont dit que à ce moment-là, la gravité chez le bébé agit un peu comme un sens proprioceptif, c'est-à-dire qu'il va donner des informations sur la peau du bébé, sur ses articulations. Tout d'un coup, il a cette contrainte. Et cette contrainte fait qu'il a plein d'informations sensorielles, des informations proprioceptives, c'est-à-dire qui lui permettent de sentir où et comment est organisé son corps dans l'espace. Ça, c'est intéressant. Et puis évidemment, nous, on va amplifier cela en faisant tout le temps des câlins et des câlins et des câlins au bébé. On lui fait plein de bisous, on lui fait plein de câlins, on veut le toucher sans arrêt, et le mettre tout contre nous, et donc on lui envoie plein d'informations tactiles, et donc proprioceptives également. Et donc le bébé est entouré de tas de sensations. Alors il avait des tas de sensations, il faut imaginer, dans le ventre de la mère, énorme, et puis tout d'un coup ça va changer de sensation, et il va quand même avoir plein de sensations. Et il va falloir qu'il se réorganise, parce que je vous ai dit, son organisation c'était en roue. Alors il va s'organiser du centre vers la périphérie. Ça c'est quelque chose qui est connu en neurologie, en psychomotricité. On dit que le développement se fait en céphalo-caudal, de la tête vers la queue, et en proximo-distal, c'est-à-dire du centre vers la périphérie. La manière dont est décrit ce réflexe de l'étoile à 6 branches, ce réflexe de radiation du nombril, alors à ma connaissance, la première personne qui a parlé de cette organisation-là, je suis quasiment certain que ça vient d'elle, c'est Bonnie Benbridge Cohen. J'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, cette fameuse danseuse qui a étudié comment se mettait en place le mouvement depuis l'état le plus petit bébé. Parce qu'une fois qu'on est danseur professionnel et qu'on danse tous les jours, eh bien on utilise des schèmes, des patrons moteurs, et ces patrons moteurs pour danser nous viennent des premiers mouvements du bébé. C'est là qu'on a créé, et c'est elle qui a créé ce mot, l'alphabet du mouvement. C'est elle qui a inventé le fait de dire que les réflexes archaïques sont l'alphabet du mouvement. C'est de ça qu'on s'est inspiré pour créer que je me suis inspiré pour créer le premier séminaire d'IMP. Pour moi, c'était évident, c'était l'alphabet du mouvement. Les réflexes archaïques sont notre alphabet moteur, et évidemment cet alphabet moteur sert de base, et c'est pour ça que c'est un schème, et elle le dit aussi évidemment, pour tout ce qui est cognitif et émotionnel. Donc cet alphabet du mouvement va se transformer en alphabet cognitif et en alphabet émotionnel. Comment le bébé va s'organiser une fois sorti du ventre de sa mère? La première, alors voilà, il va y avoir 6 connexions. C'est pour ça qu'on appelle l'étoile à 6 branches. Radiation du nombril, rayonnement du nombril, ou étoile à 6 branches, réflexe de centrage. Tout ça, c'est le même nom pour le même réflexe. Ce rayonnement du nombril, cette étoile à 6 branches, va connecter 6 branches. Alors c'est quoi?
Il doit connecter son nombril, son centre du corps, là où il était organisé, toute son énergie était autour de son nombril, si je puis dire, sa nutrition passait par son nombril, mais là, ça va changer. Donc la première connexion que doit créer le bébé, la plus importante, une question de survie, c'est évidemment la respiration, suivie moins d'une heure après. Hein, le bébé va se mettre à téter dans l'heure qui suit la naissance, de la tétée, donc de la succion, avec la mise en place de réflexes comme le fouissement, la succion, la déglutition et la respiration. Tout ça doit se combiner. Donc la première branche, c'est la branche nombril, bouche, nez. Voilà, c'est nombril, bouche, nombril, nez, c'est la première branche. Si ça ne se met pas en route, nombril, nez, il est mort très très vite. Et puis nombril, bouche, il va mourir aussi s'il ne peut pas se nourrir, si le bébé ne peut pas téter. Alors de nos jours, ça peut arriver, hein, c'est le cas de grands prématurés. Les grands prématurés n'ont pas matures le réflexe de succion, déglutition et respiration coordonnée, donc ils ne peuvent pas se nourrir d'eux-mêmes. Et donc évidemment, on va les intuber et on va les nourrir via un tube. Donc de nos jours, ils sont viables dans une certaine mesure, évidemment. Mais si l'enfant ne peut pas se nourrir, hein, traditionnellement, évidemment, il va mourir. Donc première connexion vitale, nombril, nez-bouche. Voilà. Autrement dit, les réflexes oraux, myofaciaux sont les premiers, les plus importants pour notre survie. Là, vous vous rappelez ce terme? Nous, on dit souvent réflexes faciaux pour faire court, mais le terme usité par les kinésithérapeutes ou les orthophonistes, c'est OMF, oraux, maxillo, j'ai dit myo tout à l'heure, parce que des fois certains le disent, mais oraux, maxillo, donc ça veut dire mâchoire, maxillaire, facial. Voilà. Ces réflexes oro-maxillo-faciaux, OMF, sont les plus importants pour la survie, c'est la première connexion de l'étoile à 6 branches. Seconde connexion, en fin de compte, si ça rentre d'un côté, il faut que ça sorte de l'autre côté. Si on nourrit le bébé, mais qu'il ne va pas excréter le méconium, il va mourir empoisonné dans ses toxines. Donc vous savez l'importance du fait que le bébé doit excréter. Et s'il n'excrète pas, là aussi, il va décéder. C'est-à-dire qu'en fait, on veut initialiser notre système d'autonomie, de nourriture et de respiration. Donc la respiration, c'est l'inspire, l'expire. Donc c'est juste, ça se passe dans le haut du corps, mais l'alimentation, le système digestif, c'est bouche, anus. Donc le bébé doit créer cette connexion-là. Alors ça nous intéresse parce que le bébé, en fait, pas le bébé, nous sommes enroulés autour de notre tube digestif. Cette notion-là est mal saisie par la plupart des gens. Notre corps est formé, littéralement, autour de notre tube digestif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vous recommande certainement pas de faire ce que je vais dire. Si vous avalez une bille, elle va traverser votre corps et ressortir, vous savez par où, sans qu'elle soit rentrée à aucun moment dans votre corps, littéralement. Parce qu'en fait, c'est le système digestif qui est l'interface entre ce qui peut rentrer ou pas rentrer dans notre corps. Et au niveau, puisque vous savez que l'estomac, il prépare pour découper, etc. Et c'est dans l'intestin grêle que se crée littéralement l'assimilation. Et l'intestin grêle décide qu'est-ce qui peut rentrer ou pas rentrer. Donc normalement, il laisse rentrer les bonnes choses, les nutriments, hein, bien sûr, les vitamines, les minéraux, etc., les glucides, les lipides, les protéines. Il va prendre ça, mais pas le reste. D'où le fait que dans ce qu'on mange, il n'y a pas 100% de ce qu'on mange qui est assimilé. C'est pourquoi nous déféquons et nous urinons pour excréter ce qui ne nous est pas utile. Et puis aussi les déchets, évidemment, les déchets de toute cette usine biochimique que nous sommes. Mais si on avale quelque chose qui n'est pas assimilable, typiquement un pépin de fruits ou quoi, il va ressortir tel quel, non assimilé. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, il n'est pas réellement rentré en nous, il nous a traversé par un tuyau. C'est intéressant ça. Ça veut dire que embryologiquement, nous nous sommes construits autour d'un tuyau qui est la bouche et l'anus et le système digestif. Donc la première chose que le bébé doit mettre en place, c'est ce tube digestif. Il se trouve que
Le bébé, vous avez déjà vu un bébé téter, il exerce énormément de force pour téter. Il utilise ses muscles. Hein, j'ai parlé des réflexes OMF. Il va utiliser tous ses muscles de la langue, du palais, la bouche, la respiration. C'est des forces phénoménales. Si vous n'avez jamais mis le doigt dans la bouche d'un bébé, ça vaut la peine de faire l'expérience. Le petit doigt, et vous allez voir comment le bébé aspire votre doigt dans le fond de sa cavité buccale. C'est impressionnant. Donc il utilise une force énorme. Sans compter que pour pouvoir utiliser ses réflexes au niveau du visage, il doit stabiliser toute sa posture. On en a beaucoup parlé. Et je l'ai redit il y a un instant, pieds, jambes, dos, tête. Il y a toute une organisation corporelle pour qu'il puisse utiliser sa succion, déglutition et respiration coordonnée. Il utilise donc, c'est là où je veux en venir, beaucoup de force physique dans le haut. Et puis si vous avez déjà vu un bébé excréter, vous avez vu l'effort physique que ça lui demande aussi. Et figurez-vous, oh là là, là le vent souffle très très fort. Voilà. Figurez-vous, et c'est passionnant, qu'au niveau de la bouche, il y a ce qu'on appelle les points cardinaux. J'ai fait un épisode sur le réflexe de fouissement. Alors, si on touche au-dessus de la bouche du bébé, il lève sa tête vers le haut. Au niveau du menton, il baisse sa tête. Si on touche à droite, il tourne la tête à droite, à gauche, à gauche. Il a des points cardinaux. Pourquoi? Parce que quand il cherche le sein, il a une tête chercheuse et il s'oriente vers le sein d'un point de vue tactile. Eh bien, figurez-vous qu'existe exactement le même réflexe au niveau de l'anus. Il y a 4 cadrans au niveau de l'anus et quand on va toucher, c'est ce que racontent les médecins, j'ai jamais fait ça, hein, évidemment, nous ne faisons pas ça dans notre cabinet, ça n'existe pas, je connais personne dans le monde des réflexes qui fait ça, et évidemment je m'opposerai à ce genre de pratique, mais les pédiatres et les spécialistes en embryologie, etc., ont observé qu'on a la même chose, d'ailleurs au niveau du nombril. On frotte de part et d'autre, dessus, dessous, droite et gauche du nombril, et on a une réaction de déplacement musculaire dans ce sens-là, et il se passe la même chose au niveau de l'anus, avec un mouvement caractéristique, donc chaque direction. Et qui correspond à, pour rentrer, le bébé cherche l'entrée et il s'oriente, et il semblerait que pour la sortie, il a aussi des tas de sensations au niveau du sacrum, on va dire sacrum coccyx. Pourquoi ça m'intéresse et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fin de compte, je suis en train de dire que le bébé est en train d'organiser bouche. Alors, Masgoutova, elle dit ça bien, hein, bouche, coccyx. Il est en train d'organiser un axe qui est sa colonne vertébrale, d'un point de vue musculaire, j'entends. Le fait de s'alimenter et d'excréter fait qu'on va stimuler musculairement et sensoriellement, évidemment, cet axe. C'est très important parce que la colonne vertébrale, c'est véritablement notre axe. Physiquement, il est essentiel que le bébé mette en place très rapidement une bonne colonne vertébrale, parce que sans quoi il ne pourra pas organiser ses bras et ses jambes. Hein, je vous l'ai dit, en neurologie, en psychomotricité, on dit bien que le développement se fait en proximo, ça veut dire centre, distal, ça veut dire périphérie. Donc le proximal, le plus proximal de nous, c'est la colonne vertébrale. Par l'acte de téter au sein et d'excréter, le bébé va stimuler fortement les points de départ, d'entrée et de sortie de cette colonne vertébrale. Il va mettre en place son axe. Alors, vous avez entendu que je n'ai pas dit sa verticale. Ça n'est pas une verticale chez le bébé, c'est un axe. Ça s'apparente plus... oui, j'aime pas dire non plus une droite, parce qu'effectivement, ce sont peut-être des vecteurs qui forment une droite, mais la colonne vertébrale, elle n'est pas droite, comme vous le savez. Donc c'est pourquoi on préfère utiliser le mot axe. Il forge son axe. Une fois que cet axe est forgé, donc il a fait nombril, bouche, nombril, sacrum, coccyx, il va pouvoir brancher ses périphéries. Donc on a 2 branches déjà, bouche, sacrum, coccyx, ça fait 2. Et bien ensuite, c'est les 2 bras, les 2 jambes. 3, 4, 5, 6. C'est ça, l'étoile à 6 branches. Le bébé organise son axe, puis organise sa périphérie, et nous, notre périphérie, c'est bras, jambes. Alors beaucoup de gens disent, la périphérie, la tête fait partie de la périphérie. Nous, on ne partage pas ça, on est plutôt proche des kinés, ou plutôt c'est des ostéos qui appellent. C'est intéressant de savoir, vous savez qu'on a les 7 vertèbres cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après on a les 12 dorsales, et puis les 5 lombaires, 7, 12, 7, puis après on a le sacrum et le coccyx. Eh bien, chez les ostéopathes, mais je pense qu'on le dit comme ça chez certains kinés, on le dit comme ça chez certains
forcément chez les chiropracteurs, etc. L'occiput, hein, c'est tout l'arrière de la tête et qui passe en dessous de nous et qui vient se loger sur la colonne vertébrale avec un trou au niveau de l'arrière de l'occiput où passe la colonne, enfin le rachis, la moelle épinière entre le cerveau, l'encéphale et puis tout le reste du corps et tous les nerfs, etc. Eh bien, cet occiput est appelé par ces gens-là C0. Donc la vertèbre cervicale, 0. Donc il y a la première qui est juste sous le crâne, mais on considère que le crâne lui-même, l'occiput en particulier, qui vient s'articuler avec cette deuxième vertèbre cervicale, s'appelle C0. Donc ça fait du crâne une première vertèbre en quelque sorte. À ce moment-là, je ne peux pas dire que ce soit une périphérie, c'est l'axe. L'axe, tête, sacrum occiput, sacrum coccyx. Donc j'aime bien cette notion-là. Donc on a l'axe qui est là, et puis la périphérie. Je vérifie que mon micro est bien allumé, oui. Et puis la périphérie. De ce fait, le bébé il active d'abord, il met en place d'abord son axe, et ensuite il va mettre en place sa périphérie. Alors pas n'importe comment. Au niveau de la périphérie, et c'est pourquoi c'est important cette notion d'étoile à 6 branches, il va organiser tout d'abord, il va organiser tout d'abord. Il va avoir statistiquement plus de mouvements homologues, puis plus de mouvements homolatéraux, puis plus de mouvements contralatéraux. Donc il va passer par 3 phases homologues, homolatérales et contralatéraux. Entendons-nous bien, quand je dis qu'il fait plus d'homologues, puis plus d'homolatéraux, puis plus de contralatéraux, ça veut dire qu'il fait des contralatéraux dès la naissance. Je vous ai dit que le bébé, quand on le met sur le ventre de sa mère, il fait des mouvements de simili-reptation. Donc il va avoir des mouvements contralatéraux, épaules, hanches opposées. Mais quand vous posez le bébé, la plupart des mouvements qu'il va faire, c'est homologue. Ça veut dire quoi homologue? Ça veut dire en miroir entre droite et gauche. Grosso modo, vous visualisez le bébé comme c'est une petite grenouille. Vous mettez un hochet dans chaque main, il fait tchic tchic tchic. Il ne peut pas séparer sa droite de sa gauche. Les deux mains fonctionnent ensemble, au même rythme. Même chose pour ses jambes. Il a des mouvements de grenouille avec ses jambes qui battent, un peu comme des mouvements de natation. Hein, il fait de brasse avec ses jambes de manière régulière, mais il ne sépare pas une jambe de l'autre. Les deux jambes fonctionnent ensemble. Bien sûr, de temps en temps, il va faire des petits mouvements homolatéraux, bras droit, jambe droite, ou bras gauche, jambe gauche, et puis quelques mouvements contralatéraux. Mais dans un premier temps, il va fonctionner en homologue, en majorité. Et là, ça lui permet de prendre conscience de la différence entre le haut et le bas. Ces deux mains fonctionnent ensemble, ces deux jambes fonctionnent ensemble, et il a des sensations au bas du corps. Dans un second temps, au bout de quelques semaines, il va commencer à développer, et grâce à la mise en place du réflexe tonique asymétrique du cou, la différenciation entre droite et gauche. Et là, il va plus bouger, pouvoir séparer bras et jambes d'un côté ensemble et bras et jambes de l'autre côté ensemble. On comprendra mieux quand je parlerai du réflexe tonique asymétrique du cou. Mais c'est ça l'idée. Et puis, dans un troisième temps, là, on est vers plutôt mise en position 4 pattes, et puis le 4 pattes, et puis la reptation un peu avant volontaire. J'ai fait un épisode sur la reptation de Bauer. Et bien là, il va développer les mouvements contralatéraux. Donc voilà les 6 branches de cette étoile. Nombril, bouche, nombril, coccyx, sacrum, et puis nombril, bras droit, nombril, bras gauche, nombril, jambe droite, nombril, jambe gauche. C'est majeur de comprendre ça, et majeur de comprendre ça que, évidemment, pour que ça se mette bien en place, cette étoile à 6 branches, il y a plein de réflexes archaïques qui viennent soutenir ça, vous vous en doutez, puisque ici, il s'agit d'un réflexe de vie, d'un réflexe qu'on va garder tout au long de notre vie. C'est-à-dire tout au long de notre vie, je suis connecté entre nombril tête, nombril bas du corps, nombril droite, nombril gauche, nombril haut, nombril bas, enfin bras, jambes, et je dois coordonner centre et périphérie. Toute ma vie. Si on passe trop de temps assis dans nos chaises, dans nos canapés, etc., cette connexion nombril-périphérie commence à dysfonctionner. On a plus de mal, on a du mal à se tenir droit, à s'asseoir droit, à marcher correctement, bras et jambes opposés. On commence à avoir des difficultés posturales, on devient voûté, on devient cambré, on devient lordosé, on a des difficultés. Donc c'est essentiel, cette mise en place-là. Et c'est essentiel
encore plus quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, paralysie cérébrale ou autre. Alors, j'ai fait un épisode de podcast sur les 8 stratégies motrices primordiales. Donc, je vous encourage fortement, si vous ne l'avez pas écouté, cet épisode, les 8 stratégies motrices primordiales, qu'on appelle aussi les 8 stratégies archétypales, mouvements archétypaux. Ces 8 stratégies, la première de ces 8 stratégies, c'est la radiation du nombril. Juste pour les reciter très vite, c'est radiation du nombril, recherche par la tête, puis grandissement de la colonne vertébrale, inclinaison de la colonne vertébrale, et puis ensuite on a homologue, homolatéral, contralatéral. Vous voyez, toutes ces stratégies dépendent d'une bonne mise en place de la number one, qui, alors là je suis dans un champ de boue, parce que c'est la sortie des chevaux, derrière le centre équestre, et là c'est une grosse gadoue. Donc cette stratégie number one, qui est l'étoile à 6 branches, est hyper importante. Comment je connecte mon axe et ma périphérie, et d'elle va dépendre un petit peu toutes les autres. On peut dire que dès la naissance, le bébé s'organise, et que cette organisation primale, primale c'est un mot qui a été inventé par Michel Audin pour désigner la période très proche autour de la naissance, la période primale. Donc c'est un réflexe, vous entendez, de la période primale. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des chevaux qui hennissent. Là j'ai 2 chevaux qui sont là, mais comme ils sont derrière leur corral ou quoi, je ne sais pas comment on dit, mais ils ont bien envie d'une petite caresse. Je vais faire une petite caresse sur le cheval, peut-être qu'il va faire. Gros cheval, gros. Normalement, les enfants, mes filles, quand ils faisaient du cheval, elles disaient toujours « T'es beau, toi, t'es mignon, toi ». Alors, je suppose qu'il faut que je dise. Ouais, ils ont une petite couverture, chacun sur leur dos. Radiation du nombril, étoile à 6 branches. C'est cette connexion centre-périphérie absolument majeure, et que du coup, on va pouvoir vraiment travailler avec les gens à cette organisation en étoile, peut-être dès la première séance, parce que ça sous-tend que, comme je vous l'ai dit, notre première organisation corporelle, donc c'est absolument majeur. On va avoir différentes stimulations qu'on va pouvoir faire, et il y a beaucoup de stimulations un peu tactiles qu'on va pouvoir faire. Surtout quand on travaille avec les bébés. Il y a des bébés, j'ai évoqué il y a un instant, qui peuvent être nés prématurés et qui vont avoir du mal à mettre en place ces connexions. Alors certes, merci la médecine moderne qui permet d'intuber les bébés, de les nourrir, de faire ce qu'il faut s'ils ont une occlusion intestinale, etc. Et qui fait que nos bébés pourront vivre plus tard une vie normale. Mais ça a parfois un prix qui est que, enfin, c'est pas la médecine qui a un prix, c'est le fait que ces enfants soient pas matures à la naissance et soient prématurés, fait que ça peut créer des déséquilibres au niveau de la mise en place, de certaines mises en place au niveau corporel. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'en IMP, on va pouvoir intervenir très très tôt. On va pouvoir, dès la naissance, le lendemain de la naissance, ou dès les premiers jours, faire des stimulations. Alors ce que nous on fait, plutôt, parce que je leur dis, ouais, en IMP, quand même, vous êtes gonflé et tout, mais non, parce que 90% des gens qu'on forme en IMP sont des personnels médicaux ou paramédicaux. Donc nous formons des infirmières puères, nous formons des sages-femmes, nous formons beaucoup de psychomotriciennes, d'ergothérapeutes, nous formons beaucoup de kinésithérapeutes. Donc ces gens-là sont tout à fait habilités. Moi, je ne le ferai pas. Et je ne l'ai jamais fait, à part avec mes propres enfants, bien entendu, mais c'est un peu différent de travailler avec les prémas comme ça. Je n'ai pas la formation, les accréditations, et surtout, oui, les connaissances qui permettent de savoir ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait, les prises en charge médicales, etc. Mais nous avons formé des tas de gens qui sont habilités à faire tout ça, qui travaillent avec des nouveau-nés. Je vous ai dit, des sages-femmes, des psychomotriciennes qui interviennent. J'ai eu la chance de travailler avec des psychomotriciennes qui travaillent en maternité, en particulier en Belgique, et qui vont mettre en place des stimulations dans les jours qui suivent la naissance avec les enfants prématurés. Et on voit la différence entre ceux qui reçoivent ces stimulations et ceux qui ne reçoivent pas. On va gagner, dans certains cas, plusieurs semaines où le bébé va être capable de s'alimenter de manière autonome. Et comme me disent les orthophonistes, parce qu'il y a aussi des orthophonistes qui travaillent là-dessus,
En général, les premières personnes qui travaillent, enfin les plus habilitées sur les troubles oromyofaciaux sont les orthophonistes qui font de la rééducation OMF, oromyofaciale. Et les orthophonistes, pour elles savent que ça va faire un changement de vie majeur de pouvoir stimuler, enfin que l'enfant soit autonome au niveau de sa succion, sa déglutition, etc. Parce que ça va éviter plein de difficultés plus tard. Donc le plus tôt on peut faire des stimulations, le mieux c'est. Et nous, on va travailler énormément avec des orthophonistes, et en particulier des orthophonistes qui sont formés autour des troubles oromyofaciaux. Alors vous vous rappelez qu'en IMP, on travaille avec les réflexes faciaux, et on a des stimulations spécifiques, et puis on travaille sur l'étoile à 6 branches, et donc nous, on va complémenter, je ne sais pas si ça se dit, on va travailler en synergie, en tout cas, avec ces différents professionnels, kinés, même ostéo, évidemment, qui travaillent au niveau crânien, ostéopathe, orthophoniste, ergothérapeute, et désolé si j'en oublie, mais voilà, sage-femme, etc. Ça ne vient pas remplacer, mais ça vient apporter une autre couche où nous, on vérifie ces différents réflexes archaïques, et dans le cas au niveau du visage, et dans le cas de ce dont on parle aujourd'hui, cette étoile à 6 branches ou rayonnement du nombril. Et c'est essentiel. Le plus tôt on peut agir, le mieux c'est. Mais évidemment, ce qui va être intéressant, c'est qu'en vieillissant, parfois, on bouge moins, on est plus assis dans nos canapés, on fait moins d'efforts physiques, et on va perdre cette organisation plus facilement d'étoiles à 6 branches par le manque de mouvement. Donc on va pouvoir restimuler ça, et ça va faire beaucoup de bien. De même, moi, je stimule beaucoup chez les enfants en difficulté scolaire, parce que les enfants passent de nombreuses heures assis, et chaque heure passée assis, c'est une non-stimulation de cette étoile à 6 branches, et donc moins d'organisation au niveau corporel. Souvent, les gens pensent que on dit il faut limiter les écrans. C'est évidemment l'effet nocif des écrans en eux-mêmes, des contenus, etc. Évidemment, d'un point de vue intellectuel, etc. Évidemment, ça joue. Mais l'impact le plus important, c'est que pendant que je regarde des écrans plusieurs heures par jour, je ne suis pas en train de bouger, me coordonner, sauter, courir, chanter, grimper et faire tout ce qui est indispensable pour mon développement en tant qu'enfant et pour le maintien de ma bonne santé en tant qu'adulte. Donc vous voyez, il y a l'effet des écrans en tant que tel, mais il y a aussi l'effet que ça me soustrait du temps on pourrait dire, de motricité, indispensable à mon développement. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc ici, comme il s'agit d'un réflexe de vie, on va utiliser, nous, un certain nombre de stimulations pour réveiller ces connexions, nombril, bouche, nombril, sacrum, nombril, coccyx, et c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est des stimulations, quand je veux dire d'avoir ça en tête, c'est le fait que on ne cherche pas à inhiber ce réflexe, mais à réveiller ce réflexe, à réveiller ces stimulations. Et tout ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne, pour nous, pour nos enfants, pour nos aînés, tout ce qu'on peut faire pour stimuler ça, c'est l'idéal. Parce que c'est l'organisation primitive, centre-périphérie, céphalo-caudale, proximo-distale de l'être humain. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc plus on stimule ça, plus ça fait deux choses. Un, ça stimule plein d'autres réflexes de vie, donc ça maintient plein d'autres réactions posturales en place. Et deux, ça maintient inhibé un certain nombre de réflexes archaïques. Donc c'est vraiment tout à fait en accord avec la grande experte, pour moi, à mon avis, la plus grande experte mondiale autour des réflexes, qui est Svetlana Mozgutova. Cette étoile à 6 branches est absolument majeure. Cette découverte, enfin cette manière de décrire ça sous forme étoile à 6 branches telle que je l'ai décrit, qui nous vient de Bonnie Bainbridge-Cohen, c'est absolument majeur. Donc moi j'avais découvert, je l'ai assez dit dans des podcasts, Bonnie Bainbridge-Cohen et son travail. Il y a un livre qui s'appelle Sentir, ressentir et agir, qui m'avait été recommandé par Gail Denison. Donc Gail Denison, parce que Gail Denison, évidemment co-créatrice du Brain Gym avec Paul Denison, était danseuse aussi. Et en tant que danseuse, elle a bien connu ce travail de Bonnie Bainbridge-Cohen, où elle parle des réflexes archaïques, des schèmes moteurs primordiaux, etc. C'est elle qui m'a recommandé cette lecture quand je suis devenu instructeur d'un séminaire qui s'appelle Dynamique du mouvement en éducation kinesthésique. Et donc cette dynamique du mouvement, Gail Denison proposait un certain nombre de stimulations issues des travaux de danse de Bonnie Bainbridge-Cohen pour travailler sur les réflexes archaïques et les stratégies fondamentales. Et c'est comme ça qu'elle m'a conseillé d'explorer un peu ce travail alors ça s'appelle le BMC, Body Mind Centering. Alors je ne me suis jamais formé. Il se trouve que les fois où Bonnie Bainbridge-Cohen est venue en France, j'ai été en train d'animer moi-même des stages. C'est
un des plus grands regrets que j'ai dans ma vie de n'avoir jamais pu rencontrer directement Bonnie Belbridge-Cohen et d'avoir suivi des formations avec elle. Du coup, j'ai même, je me rappelle à l'époque, envoyé quelqu'un suivre ses formations, une amie proche qui est allée suivre ses formations, qui m'a un peu ensuite réexpliqué tout ce qui avait été fait, le manuel du cours, les diapos qui avaient été projetés, etc. Mais ça ne remplacera jamais le fait que j'ai jamais rencontré cette grande dame qui est Bonnie Belbridge-Cohen. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il faut savoir d'essentiel sur ce réflexe de l'étoile à 6 branches, de radiation du nombril, de l'importance que ça a au niveau postural, de l'importance que ça a au niveau des différents réflexes. Mais je voudrais vous donner quelques suggestions pédagogiques, c'est-à-dire, nous en IMP, c'est quelque chose qu'on a pour chaque réflexe qu'on présente dans les stages, on donne des suggestions pédagogiques. C'est quoi une suggestion pédagogique? Ça vient d'où cette idée? Bon, peut-être le mot pédagogique vous plaira pas, mais c'est que je constate que chez moi, chez un enfant, chez un adulte, j'ai un réflexe archaïque ou un réflexe de vie qui ne joue pas son rôle correctement. Dans le cas des réflexes archaïques, il n'est pas inhibé comme il le devrait. Dans le cas des réflexes de vie, il n'est pas actif comme il le devrait. Et bien sûr, je vais donner aux gens, c'est mon métier, un certain nombre de mouvements, d'activités motrices primordiales, un certain nombre d'activités, de stimulation à pratiquer au quotidien. Et en théorie, au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, les choses vont s'améliorer et ce réflexe va s'intégrer. Mais deux choses. Un, des fois c'est un peu plus long. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et puis deux, quand quelqu'un vient nous voir, on constate souvent pas un seul réflexe non intégré. On constate souvent 10, 12 réflexes pas intégrés. C'est pas rare de voir ça. Et donc, vous vous doutez bien qu'en une seule séance d'IMP, on ne peut pas intégrer 12 réflexes d'un coup. C'est impossible. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a un effet domino. Les réflexes sont en interaction les uns avec les autres. Donc en général, c'est pas parce que vous venez nous voir et qu'il y a 12 réflexes non intégrés qu'on va faire 12 séances d'IMP. Absolument pas. En général, 3-4 séances vont suffire pour intégrer les 12. Puisqu'il y a cet effet boule de neige ou domino, appelez ça comme vous voulez. Les réflexes sont connectés les uns aux autres. Donc dès qu'on commence à améliorer l'un d'entre eux, ça affecte les autres, et puis voilà. Mais néanmoins, je constate que voilà, il y a plusieurs réflexes pas intégrés lors d'une première séance. On va en travailler un en priorité dans notre première séance, mais on constate qu'il y a d'autres réflexes qui gênent la personne dans son quotidien. Et c'est là qu'interviennent nos suggestions pédagogiques, qui est de dire, voilà, on va s'occuper de ce premier réflexe, mais on a vu qu'il y avait des tas d'autres choses, vous avez senti vous-même, les gens l'ont vu, ils font les observations dans une séance d'IMP, ils sont éduqués, entre guillemets, ils ressentent ce qui se passe, c'est bien le but de nos séances. Et j'ai fait un podcast sur l'observation, j'ai mis qualité humaine la plus importante, l'observation, donc suivez cet épisode de podcast pour tout savoir sur l'observation. Les suggestions pédagogiques, c'est les petites choses qu'on suggère que la personne peut faire au quotidien pour contourner en quelque sorte le problème ou faciliter les choses en attendant que le ou les réflexes s'intègrent. C'est ça les suggestions pédagogiques. Évidemment, on ne va pas vous faire les mêmes suggestions selon que c'est votre réflexe tonique asymétrique du cou, votre réflexe d'étoile à 6 branches, votre réflexe de succion, etc. Donc pour chaque réflexe, en IMP, nous avons constitué des listes de... C'est pas vraiment des conseils, c'est vraiment des suggestions de ce qu'on peut faire pour contourner. Il y a deux autrices qui ont écrit un livre qui est génial, qui s'appelle « Le réflexe pour la concentration et l'apprentissage », le réflexe tonique symétrique du cou, que j'ai eu la chance de traduire et qu'on a la chance d'éditer dans notre maison d'édition Ressources Primordiales, donc le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, et elle donne littéralement des centaines de suggestions pédagogiques, et elles appellent ça, et moi je trouve ça génial, mesure de contournement. Et j'aime bien ce mot, mesure de contournement. Pourquoi? Ça veut dire qu'on contourne le problème pour pouvoir avancer dans la vie, mais on n'a pas réglé le problème. Pour ça, il va falloir travailler sur les différents schèmes primitifs, primordiaux. Mais j'aime bien cette notion mesure de contournement parce que ça veut bien dire on contourne le problème mais il n'est pas réglé, il va falloir le régler, il va falloir faire les mouvements, les bercements, les jeux de sac de grains, le travail isométrique, bref, toutes les choses que nous enseignons et que nous proposons en intégration motrice primordiale. Donc ça c'est essentiel d'avoir ça en tête. Donc quelques petites mots, nous on dit suggestions pédagogiques, mais on devrait plutôt dire mesure de contournement, c'est très bien. Bon, en vrai ici comme il s'agit d'un réflexe de vie,
c'est pas tellement des mesures de contournement que des stimulations qui peuvent être faites, des conseils qui peuvent être donnés comme ça pour le stimuler. La première chose, je l'ai déjà dit, c'est plus nous allons, j'ai dit bien nous, pas que les enfants, plus nous allons pouvoir au quotidien sauter, courir, grimper, nager, bouger de manière, faire l'amour pour les adultes que nous sommes, etc., mieux c'est pour l'intégration de nos réflexes. Danser, et je l'ai dit, si je le redis, alors danser. Qu'est-ce que moi, je vous donne comme idée, je fais au quotidien au quotidien, mes stratégies pour que mon étoile à 6 branches reste active. Je vous parle du quotidien de maintenant. Évidemment, mon quotidien a changé au fur et à mesure de ma vie, des âges. On ne bouge pas et on n'a pas les mêmes stratégies à 20, à 30, à 40, à 50. Et là, j'approche doucement la soixantaine, donc on n'a pas les mêmes stratégies, les mêmes priorités, etc. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de ski, de planche à voile, d'autres types d'activités. Aujourd'hui, évidemment, quand j'étais jeune, mon travail, c'était de faire du ski, de la planche à voile, etc., puisque j'étais moniteur. J'ai parlé de ça dans des podcasts avant. Mais maintenant, mon travail, malheureusement, c'est passer beaucoup de temps à l'ordinateur, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. Et ça, c'est un malheur terrible. Je suis enseignant, évidemment, ou quand on fait des séances individuelles, on est dans nos cabinets, mais on ne bouge pas quand même beaucoup. Alors, ce qui est chouette dans nos séances individuelles, néanmoins, c'est qu'on va toujours faire les mouvements avec les gens. Donc, quand on a une journée, on a 4, 5, 6, voire 7 clients dans la journée, eh bien, nous allons faire avec eux les resets, les jeux de sac de grains, les mouvements de brain gym et tout un tas d'activités. Donc, on bouge. C'est déjà pas mal par rapport à d'autres professions où on ne bouge pas. Mais moi, qui maintenant, mon activité principale, c'est la formation autour de l'IMP, il faut faire les manuels de cours, il faut faire les traductions, ne serait-ce que, vous voyez, ce podcast, là, je rentre, il va falloir que je télécharge dans l'ordinateur, que je fasse la page avec un minimum d'explications, que je fasse la vignette, que je publie tout ça, ça va me prendre une demi-heure à chaque fois. C'est une demi-heure d'ordinateur. Et puis, j'ai plein d'autres choses à faire, répondre aux mails, etc., etc. Donc, première chose, c'est d'entrecouper ma journée par différentes activités. Il y a plusieurs manières de faire ça. Et aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes. C'est très bien de faire du sport. Il faut faire du sport, bien entendu. Et je vais vous le dire tout à l'heure, je vais aller faire 1h15 de piscine tout à l'heure, donc ça c'est le sport, mais ça ne remplace pas que si je reste assis le reste de ma journée, c'est bien beau, je serais allé à la piscine pendant 1h15, j'aurais nagé, super, mais si je reste le reste de ma journée 6 ou 7 heures assis sur une chaise, c'est extrêmement délétère pour moi et pour mon étoile à 6 branches. Certes, c'est mieux d'aller à la piscine que de ne pas y aller, et ce sera toujours ça, même si je fais rien d'autre dans la journée, mais vous comprenez que ça ne peut pas suffire. Et donc toutes les heures, je vais faire des pauses mouvements. Toutes les heures, je vais faire des pauses mouvements. C'est-à-dire que je m'astreins, ce qui est très difficile, en plein travail intellectuel, ordinateur, etc., de faire des pauses mouvements. Ça peut être des petits mouvements de brain gym, des mouvements qu'on enseigne en IMP, mais je fais surtout des mouvements un peu plus dynamiques. Donc les deux types de mouvements que je fais, c'est essentiellement des resets. J'ai fait les podcasts sur les différents resets, donc des retournements, des balancements, ce genre de choses, et des squats. Il y a eu beaucoup d'études faites sur les squats, c'est-à-dire des accroupissements. Donc, je m'éloigne de mon bureau et je fais quelques séries d'accroupissements, voilà, pendant 1 minute ou quoi, où je saute en l'air, où je fais le pantin qui saute en écartant bras et jambes rapidement, comme ça, un petit peu de HIIT, High Intensity Interval Training, voilà, pendant 1 minute, toutes les heures. Alors, pour savoir que les heures passent, il y a 2 manières de faire. Sur les ordinateurs et sur les téléphones, il existe des minuteurs. Moi, j'ai utilisé ça pendant des années, c'est un minuteur. Dès que je me mets à mon ordinateur, dès que la souris bouge, il passe une sorte de décompte. Et au bout d'un temps imparti, 1 heure, il me dit « stop, faites une pause ». Et voilà. Et j'ai même un truc qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'heures, il bloque carrément l'ordinateur pendant 5 minutes entières. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être faites pour se forcer à bouger. Alors de nos jours, personnellement, maintenant, j'ai plutôt plébiscité la montre capteur d'activité. Donc c'est une petite montre, vous savez, tout le monde a ce genre de montre qui mesure les pas que vous faites, etc., etc. Alors moi, je ne regarde pas trop les pas que je fais parce que je sais que je fais ma promenade, etc. J'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin. Toujours utile. Mais la montre se met à vibrer si je reste. Alors c'est moi qui décide. Je fais 50 minutes. Au bout de 50 minutes,
La montre me dit vous n'avez pas assez bougé, donc je fais une pause, je vais boire, je vais faire mes mouvements, mes squats, je me mets au sol, je fais des retournements, je fais des balancements et des resets. Les études ont mis en évidence que c'est essentiel pour les enfants, encore plus important pour les enfants que pour les adultes. Pour les enfants, c'est important pour tout ce qui est cognitif, intellectuel, mémoire, apprentissage, etc. Pour les adultes, c'est essentiel pour la santé des artères et de pas cardiovasculaire. Voilà. Donc c'est absolument essentiel, adultes comme enfants, de faire des pauses toutes les 50 minutes, et ça devrait être fait à l'école, toutes les 50 minutes, on fait des accroupissements, on fait de la gym, on fait toutes les 50 minutes, on devrait faire ça à nos bureaux, ça doit être recommandé, on bouge, on saute, on met de la musique et on danse. Je suis très sérieux, à l'hôpital, partout, des pauses toutes les 50 minutes et toutes les heures. Il faut savoir que nos corps sont faits pour être des chasseurs-cueilleurs, donc ils sont faits pour avoir des activités physiques, pour piler, pour frotter des cailloux, je veux dire pour faire des colorants ou des fibres, pour tresser les fibres, pour cueillir, pour chasser évidemment, pour pêcher, fabriquer des outils à longueur de temps. Les hommes et les femmes fabriquaient des vêtements à longueur de temps, faire des trous dans les vêtements, on était accroupis au sol. C'est ça pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire en fait des centaines de milliers d'années. Rien que Homo sapiens, c'est 300 000 ans de chasseurs-cueilleurs. Mais nos ancêtres avant Homo sapiens, c'était des millions d'années avant de vie vigoureuse. Et donc, voilà des stimulations qu'on peut faire pour nos étoiles à 6 branches dans la vie de tous les jours. Et puis évidemment, moi, je mets en place, mais ça c'est assez récent, vous le savez si vous suivez ce podcast, j'ai 4 séances de mouvements plus organisées par semaine, même 5, une séance de systéma, 2 séances de natation et 2 séances d'apnée. Natation, apnée, c'est un peu différent. Voilà. Autre activité essentielle pour l'étoile à 6 branches, en fait, on s'en rappellera si j'ai dit quelle est la première chose qui active l'étoile à 6 branches. La toute première chose qui active l'étoile à 6 branches, c'est la respiration. Et j'ai envie de dire, évidemment, la respiration nasale. Donc la respiration, c'est bien être connecté à son centre. Et l'idée, c'est de sentir, en général, j'aime bien mettre une main au niveau du nombril et une main au niveau de la poitrine, et de laisser sentir ma respiration ventrale, abdominale, se faire jusqu'en haut du torse et de faire des respirations amples. Ça, c'est une chose majeure, c'est un des 4 piliers des activités d'IMP, les activités primordiales d'IMP, il y a 4 piliers. 1, la respiration, 2, tous les autres mouvements, 3, les remodelages, et 4, les automassages. Donc c'est les 4 piliers que nous avons. La respiration est majeure. Dès qu'on a besoin de se remettre dans notre étoile à 6 branches, on peut faire de la respiration consciente. On peut se remettre dans notre axe, dans notre centre, grâce à la respiration. C'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire. Et quand je vous ai dit tout à l'heure des pauses toutes les 50 minutes, c'est bien de faire une pause mouvement, mais c'est aussi bien de faire une pause respiration. Voilà, évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais je voulais vous donner ces 2 trucs. Pause mouvement, pause respiration. Voilà. Alors nous, dans notre vie quotidienne, avec Ludivine, on suit un peu les suggestions de cette fameuse biomécanicienne américaine qui est Cathy Bowman. Et comme vous le savez déjà, si vous avez écouté ce podcast, on n'a pas de table chez nous, on n'a pas de chaise, on n'a pas de canapé, on n'a pas de fauteuil. Et donc on va aller au sol, on fait beaucoup d'activités au sol, on va au sol régulièrement, on mange au sol, on a une petite table basse pour mettre les assiettes. Et voilà. Mais nos bureaux, alors on a 2 types de bureaux, enfin, pas 2 types de bureaux. Ludivine, elle a un ordinateur portable qu'elle met par terre et elle est accroupie au sol. Donc elle travaille toujours au sol, Ludivine, elle ne travaille jamais à un bureau, jamais vu faire. Et, sauf quand elle m'emprunte mon ordinateur, car mon ordinateur, ce qui est assez rare, mon ordinateur à moi, c'est un ordinateur bureau debout. Donc c'est une très haute table, un peu comme une table de bar, et mon ordinateur est posé dessus, donc je suis debout derrière mon ordinateur, ce qui me permet de faire régulièrement des mouvements croisés, de bouger, etc. Pareil, l'organisation du bureau est faite pour nous faire bouger. On fait le contraire de ce qui est préconisé en ergonomie, c'est-à-dire ne rien avoir à portée de main. Donc, par exemple, la corbeille à papier, elle est à l'autre bout de la maison. Donc, quand je veux mettre un papier à la corbeille de recyclage, je dois traverser
le bureau plus le salon pour arriver dans l'arrière-cuisine où il y a cette corbeille. Et si j'ai 4 papiers à mettre, j'attends pas d'en avoir 4 et de les mettre. Dès que j'en ai un, je suis en train de faire du tri par exemple, et je sais que je vais avoir plein de papiers à mettre à la poubelle. Mais je prends un premier papier dès que j'ai trouvé et je vais le mettre. Puis je reviens, je continue mon tri. Deuxième papier, je vais le mettre et je reviens. Donc vous voyez, c'est des ruses comme ça. Même chose, je voulais dire, l'imprimante, elle est sous ce bureau debout par terre. Donc dès que je dois mettre de l'encre, bon, c'est plutôt dès que je dois mettre du papier ou allumer ou éteindre l'imprimante, je dois m'accroupir complètement, passer un peu sous le bureau et faire ce type d'activité-là. C'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui sont multipliées par des centaines de fois par jour, puisqu'on va au sol, etc., etc. Donc voilà, les toiles à 6 branches, c'est important aussi d'y penser chez nos bébés. Et je l'ai dit plein de fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Les bébés, ils vont être mis au sol, ils vont être portés à bras. Plus ils sont allaités, plus ils sont portés à bras, plus ils sont mis au sol. Sous-entendu tout ça, moins ils sont mis dans des dispositifs style Baby Relax, Youpala, comment on appelle ça bref, enfin tous les dispositifs dans lesquels on met les bébés, et moins on les met là-dedans, le mieux c'est, parce que plus le bébé va pouvoir activer sa posture, ses muscles, se retourner, se grandir, soutenir sa tête, et donc activer ses connexions de l'étoile à 6 branches. Ça a l'air de rien, mais je terminerai un peu là-dessus en disant que Mazgutova avait raison, c'est-à-dire que nous, dès qu'on voit que quelqu'un a plein de réflexes non intégrés, dès qu'on est un peu perdu de se dire « oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne ?» Eh bien, on ne sait pas quoi faire, on commence par l'étoile à 6 branches, il en restera toujours quelque chose. L'étoile à 6 branches, c'est les premières connexions qu'on met en place, c'est la mise en place de la colonne vertébrale, du système digestif, du système de centrage du corps. Donc on va faire des bercements, on va faire des fameux mouvements rythmés, on va faire tous les resets vont faire du bien, les 5 resets, les mobilisations primordiales comme on les appelle, que ce soit les retournements, les balancements à 4 pattes, les hochements de tête, les mouvements croisés, tout ça, et évidemment la respiration qui est le numéro 1, mais j'ai déjà dit, tout ça va être majeur pour cette étoile à 6 branches. Nous, on va pouvoir faire aussi des stimulations isométriques, des stimulations tactiles qui sont bien à connaître pour faire avec les bébés par exemple. Il y a plein de choses qu'on va faire pour que tout le monde soit dans son étoile, en quelque sorte. J'ai entendu Ludivine dire souvent ça, quand elle travaille avec les enfants, les groupes d'enfants et tout, on dit « chacun a un petit soleil, tout le monde fait briller son soleil, tout le monde se grandit, tout le monde saute de joie, tout le monde danse, tout le monde... » Et c'est tellement malheureux de voir aujourd'hui les enfants qui viennent dans nos cabinets, qui ne sont pas bien organisés en étoile à 6 branches, avec souvent la tête qui n'est pas branchée, le sacrum qui n'est pas branché, les bras ou les jambes, qui se tiennent dans des postures abracadabrantes, que ce soit assis sur des chaises ou debout, avec des postures abracadabrantes qu'un enfant ne devrait pas avoir, qu'un homo sapiens ne devrait pas avoir. Si la posture est désorganisée, vous l'avez entendu 1000 fois de ma bouche dans ce podcast, si la posture est désorganisée, obligatoirement, mes mécanismes cognitifs seront impactés et émotionnels seront impactés. Donc ce n'est pas juste une histoire de posture, je vous ai dit, alphabet du mouvement égale alphabet cognitif égale alphabet émotionnel. Or, cette étoile à 6 branches, c'est le premier réflexe de vie qui se met en place. C'est le plus important et c'est le dernier qu'on gardera avant de mourir et qu'on va chercher à préserver au maximum ce centre. Je traverse encore un champ de boue, voilà. Donc voilà un petit peu pour cette étoile à 6 branches. Chez nous, la première stratégie, le premier schème qu'on enseigne dans nos séminaires, dans le premier séminaire de l'intégration motrice primordiale, IMP, s'appelle l'alphabet du mouvement, et le premier schème que l'on voit, c'est lui. Et on aime bien dire qu'à peu près tout ce qu'on fait finalement en IMP, c'est d'être dans l'étoile à 6 branches, c'est d'être centré, c'est d'être organisé entre le centre et la périphérie. Ça veut dire que si je garde toute ma vie une étoile à 6 branches bien branchées, ça veut dire que je maintiens sous contrôle mes réflexes archaïques inhibés et que je maintiens actifs mes réflexes de vie. Donc on peut dire que observer une étoile à 6 branches de quelqu'un, c'est observer sa grande organisation, sa grande unité centre-périphérique. Et qu'une fois que ça est en place, ça y est, le job est fait. Donc tout ce qu'on va faire nous, c'est regarder les réflexes du pied, les réflexes de la main, les réflexes des jambes, les réflexes du dos, qui participent à l'organisation de l'étoile à 6 branches. Et qu'une fois qu'on a réussi à déterminer quel réflexe avait besoin d'être stimulé, ces réflexes sont intégrés, l'étoile à 6 branches est intégrée et le job est fini.
Donc vous voyez, on pourrait dire qu'en quelque sorte, l'étoile à 6 branches, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il faut savoir en termes de réflexes archaïques, de réflexes de vie, de schèmes moteurs primordiaux. C'est donc essentiel pour nous. Et c'est là où, je n'ai pas un vrai désaccord avec Mazgutova, mais Mazgutova l'enseignait dans un stage à part, qui venait en général en 3e ou 4e position dans sa formation. Alors que moi je dis, bah, si c'est si essentiel, si on l'utilise tout le temps, et si c'est peut-être sans doute la meilleure manière de commencer le travail avec des gens, bah, je veux que ce soit enseigné dans le premier séminaire que je donne. Parce que je veux que les gens ils aient tout de suite à disposition ce qui est finalement statistiquement le plus intéressant à travailler. Il existe une petite gym spécifique pour les 8 stratégies motrices primordiales qu'on enseigne en IMP. Alors, c'est Mazgutova qui a mis au point cette petite gym, s'appelle la gym des 8 stratégies motrices primordiales. Nous, on l'appelle le Qigong. Pourquoi le Qigong? Parce que ça ressemble vraiment à la gym que font les Chinois. Le Qigong, vous savez, qui ressemble au Tai Chi. Ça ressemble à du Tai Chi ou du Qigong. C'est des petits mouvements tout simples et qui ont pour but d'activer ces différentes stratégies liées à l'étoile à 6 branches. Donc on enseigne ça dans un stage un peu plus loin parce qu'il faut connaître les 8 stratégies motrices primordiales et on l'enseigne dans la kinésphère de tête, je crois. C'est ça qui s'appelle la kinésphère. Ou je dis des bêtises, peut-être dans un autre stage, excusez-moi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut faire sur tous les réseaux sur lesquels vous êtes, à nous liker, à partager, à en parler autour de vous. Je pense, enfin j'espère, si comme moi vous pensez que ces informations sont à connaître par le plus grand nombre, bah, je compte sur vous pour les faire connaître, pour mettre des pouces et des machins sur YouTube, pour mettre des commentaires positifs. Ça aide à faire passer le bon message. Et puis comme je dis toujours, ça c'est que la théorie. Hein. Tout ce que j'évoque dans le podcast, c'est la théorie. Ce qui compte, c'est la pratique qu'on va faire et qu'on va enseigner pendant les séminaires. Je vous l'ai dit, c'est 4 axes de travail, la respiration, les centaines de mouvements qu'on enseigne. Hein. Il y a plus de 100 mouvements qu'on enseigne, largement plus, entre les jeux de sac de grains, les bercements, etc. Tout le travail de remodelage que l'on propose dans nos séminaires. Là, il y a beaucoup de techniques tactiles, sensorimotrices, proprioceptives, etc. Et puis, comme je dis aussi, tout ce qui est automassage, libération des tensions au niveau corporel. Donc c'est ces 4 choses-là qui sont difficiles à enseigner autrement que, enfin qui sont impossibles à enseigner autrement que dans des stages, des séminaires en présentiel, parce que ça nécessite que vous nous voyez faire. Bien sûr, on pourrait regarder des vidéos, mais ensuite que nous, on vous voit faire et qu'on puisse vous corriger, vous montrer, vous faire ressentir aussi, de faire sur vous lors des démonstrations pour que vous sentiez comment c'est, quelle pression est mise, quel rythme on utilise, de vous faire passer toute notre expérience, évidemment, et ça on peut le faire que dans des stages en présentiel. Donc c'est pour ça que des fois les gens se disent, mais dis donc tu dis tout, les gens n'ont pas besoin de venir en stage. Mais non, ce qu'on fait en stage, c'est de la pratique. C'est, comme ils disent en anglais, hands-on, c'est main sur le corps, si je puis dire. Les techniques tactiles, isométriques, sensorimotrices, c'est les bercements, c'est les jeux, les sacs de grains, c'est les différentes activités. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est kinésithérapeute, il va apprendre plein de théories au niveau du corps, de la physiologie, de l'anatomie, etc. Et ça, il peut l'apprendre sur Internet. Hein, de nos jours, c'est acheter des livres, c'est ça qu'ils font, hein, ils suivent des cours. Mais pour être kinésithérapeute ou ostéopathe ou thérapeute manuel ou quoi, à un moment donné, tu dois avoir quelqu'un qui te montre, qui te fait, avec les gens chez les kinés, ils se font les uns les autres, et puis on fait venir des patients, et puis on regarde sur des vrais patients, et puis on touche, on masse, on fait les exercices. Et là, on ne peut pas faire autrement qu'avec des vrais gens. Donc c'est pourquoi l'IMP peut bien se satisfaire de formations en hybride, avec la théorie en distanciel, et tout ce qui est pratique, forcément en présentiel. Les gens me disaient, oui, mais non, on ne peut pas faire autrement. Et si quelqu'un vous propose des formations distancielles pour la pratique, excusez-moi, mais ce n'est pas très sérieux. Vous avez besoin qu'on vous regarde, qu'on vous corrige, qu'on vous remonte, et surtout qu'on vous fasse sentir ce que ça fait. Il y a des techniques extrêmement simples pour l'étoile à 6 branches au niveau tactile, mais si vous n'avez pas senti sur vous comment c'est fait, vous serez incapable de le reproduire. Et les meilleures vidéos du monde ne pourront pas vous faire ressentir une expérience de dizaines d'années de pratique de
toucher les gens, de faire vivre aux gens, de leur faire ressentir. Et c'est pourquoi on a les stages pratiques et ils sont indispensables. Donc, vous inquiétez pas de savoir, dis donc tu dis tout dans les podcasts ou sur votre chaîne YouTube, etc. Bah oui, la théorie, on veut que le plus grand nombre de gens entendent parler de la théorie. Elle est passionnante. Je pense que plus des parents, des éducateurs, des thérapeutes entendent parler de tout ça, le mieux c'est. Et puis ensuite, venez dans les stages pour apprendre à faire. Voilà. Je vous remercie de m'écouter jour après jour. Vous êtes chaque jour, alors c'est difficile pour moi de savoir parce qu'il y a des gens qui m'écoutent sur YouTube, d'autres directement sur notre site internet, d'autres sur leurs applications Android, podcast connexion primordiale, d'autres sur Spotify. Donc je ne peux pas avoir les statistiques de tout, mais au minimum, chaque jour, dès que je sors un épisode, il est écouté en une première journée 100 de fois. Évidemment, ça augmente après, le lendemain, le surlendemain, etc. Mais chaque jour, il y a au moins 100 de personnes qui écoutent chaque épisode de podcast, toutes plateformes confondues, à peu près, d'après ce que je peux voir. Donc je suis extrêmement honoré. Vraiment, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Faites passer ces messages-là, éduquez les gens autour de tout ça. Il y a tellement qu'on peut faire en travaillant avec les bébés, en travaillant avec les tout-petits, en travaillant avec ce que Paul Linson appelait des micro-interventions. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, nous, pour la première fois depuis pas mal de jours, il a l'air de ne pas pleuvoir. Il va peut-être y avoir du soleil. Ça fait pas mal de jours qu'on n'a pas vu le soleil. Et puis, je vais aller dans quelques minutes à la piscine. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.